Je demande de la manière la plus catégorique que quelque rançon que ce soit ait été versée. Cela est contraire à nos principes. Le temps passe, mais certains discours ne vieillissent pas et la fermeté d'un Charles Pasqua ici en 1987 à propos des otages au Liban évoque peut-être d'autres discours entendus plus récemment. Alors cette fermeté est-elle payante politiquement? La doctrine en matière d'otages a-t-elle vraiment évolué? Comme le dit le gouvernement, et quel impact ont aujourd'hui les prises d'otages hautement médiatisées? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur les politiques sous la pression des ravisseurs et de l'opinion publique. Avec nous, 4 invités. Patricia Balme, présidente de PBCom International et spécialiste en communication de crise. Alors vous connaissez bien cette thématique des otages, puisque vous conseillez le président du Cameroun, dont on va beaucoup parler d'ailleurs dans cette émission. Louis Gauthier, spécialiste des questions de défense. Vous avez conseillé Lionel Jospin quand il était à Matignon et vous présidez aujourd'hui l'Observatoire des relations internationales de la Fondation Jean Jaurès. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion, pour analyser la gestion de l'opinion publique par le pouvoir lors de ces prises d'otages. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour commenter les discours parfois très alambiqués que nous servent les politiques sur ces questions ô combien délicates et sensibles. Exemple avec François Hollande lors de sa dernière grande conférence de presse. À cette occasion, on a découvert un mot pour définir la nature de ses relations avec les ravisseurs des otages au Sahel. Écoutez. Sur les otages, la France n'a pas versé la moindre rançon. Et le président Biya, et je lui ai exprimé ma gratitude, a été particulièrement utile pour favoriser le contact avec les ravisseurs et obtenir la libération de nos compatriotes. Nous avons, sur les otages, non pas reformulé une doctrine, ça a été toujours la position de la France, mais nous avons veillé à avoir des contacts qui nous paraissent sérieux. Nous avons de nouveau signifié que nous étions prêts à engager tout contact avec tous ceux qui pourraient nous permettre de dire aux ravisseurs qu'il est plus que temps de libérer les personnes dont j'ai évoqué la gravité de la situation. Voilà, des contacts qui pourraient nous permettre de dire aux ravisseurs qu'il est plus que temps de libérer les otages. Alors, si ça suffit de le dire comme ça, c'est encourageant, mais comme on se doute que c'est être un petit peu plus compliqué que ça, on se dit que ce mot contact, qu'il répète plusieurs fois, a peut-être un sens qui nous échappe. Qu'en pensez-vous, Denis Bertrand ? Je pense que le discours sur la prise d'otage est un discours extraordinairement contraint. C'est-à-dire que les mots pèsent chaque fois. Chaque mot est presque un objet diplomatique, et un objet chargé de sens. Et d'une certaine façon, les passages obligés par les mots, que ce soit contact, que ce soit doctrine, que ce soit principe, que ce soit rançon, c'est une sorte de champ lexical, peut dire qui est très particulier. Rançon, c'est toujours pour dire qu'il n'y en a pas eu, alors que là, contact... Alors, contact est intéressant parce que c'est un terme minimaliste. C'est un terme minimaliste pour ne pas parler de ce qu'il y a dessous un contact. Un contact, c'est simplement un toucher de la peau. Et il n'y a pas d'interaction dans le contact. Or, sous le contact, et en employant le mot contact, on laisse entendre relations, négociations, etc. En fait, des développements beaucoup plus chargés de sens que ce simple mot. Donc il y a une espèce de pudeur, je dirais, diplomatique dans l'emploi du mot contact. Alors oui, Patricia Balme, justement, vous l'entendez comment, vous, ce mot contact? Puisqu'on voit d'ailleurs aussi qu'il cite le président du Cameroun, qui est remercié comme étant quelqu'un qui a favorisé le contact, justement. Alors, il est vrai que François Hollande a remercié à plusieurs reprises le président du Cameroun. Bon, là, il a eu un mot un peu en deçà. Il a dit le président Biya a été très utile. C'est au-delà de l'utilité. Je veux dire, c'est grâce au président de la République du Cameroun que les otages français, que la famille Moulin-Fournier est rentrée en France. Maintenant, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, il y a des choses derrière le mot contact. Mais il y a surtout les hommes de l'ombre.
ce sont les émissaires. Le contact, c'est les hommes, d'accord. Bien sûr, qui établissent les contacts par leur réseau avec les ravisseurs, les preneurs d'otages. D'accord, donc les contacts, ce sont les émissaires, les hommes de l'ombre. Les personnes Absolument. dont on ne sait d'ailleurs comment elles établissent ce contact et sur quelle base d'ailleurs, puisqu'il dit on n'a pas reformulé une doctrine en matière d'otages, mais on a veillé à avoir des contacts qui nous paraissent sérieux, et ça fait quand même très langue de bois, non, comme discours, enfin l'un et l'autre. Je pense que d'abord c'est difficile, comme le disait à l'instant Denis Bertrand. On parle en plus de ça dans un contexte où nous avons des otages en captivité. Oui, il en reste. Il en reste. Et sur le discours sur les otages, il est difficile parce qu'on s'adresse à la fois à l'opinion, on pense nécessairement aux familles, ceux qui souffrent de cet enlèvement, et évidemment, quelque part aussi aux ravisseurs. Alors dans cette séquence, peut-être un peu compliquée, en tout cas dans l'énonciation, moi je retiens de contact la notion de contact sérieux, et qui renvoie peut-être à un arrière-plan de négociation qui aurait existé avant. Avec des contacts pas sérieux. François Hollande ne soit président, qu'il aurait été moins. Le second, c'est il recadre la doctrine. Il ne dit pas il n'y a pas eu de changement de doctrine, et il est précis sur ce point. Il veut dire il y a une continuité de la doctrine française, mais peut-être qu'auparavant, elle n'avait pas été aussi explicitement affirmée et assumée que moi-même, comme François Hollande a eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, pour clarifier la position de la France à l'égard de la gestion de ces otages, en se mettant d'ailleurs dans une position de solidarité avec ce que font les Américains et les Britanniques dans ce domaine. On ne négocie pas de rançon. On a négocié, on reviendra sur cet aspect. Voilà, en tout cas, sur cette intervention, voilà ce qu'elle me suggère. D'accord, ce qu'elle vous évoque, et c'est vrai qu'il a réaffirmé d'ailleurs cette position après l'intervention au Mali, d'autant plus fermement après l'intervention au Mali. Alors, on disait effectivement qu'il y a plusieurs, on va dire, récepteurs de ces discours, les fameux, entre guillemets, contacts, et puis aussi l'opinion publique. Alors, qu'est-ce qui peut comprendre l'opinion publique de ces discours assez complexes, pour ne pas dire parfois Alors, volontairement flous? La première chose pour appuyer ce qui vient d'être dit, moi j'étais frappé en écoutant le président de la République par la lenteur du débit. On voit à quel point il fait attention aux termes qu'il utilise comme jamais. Alors, du coup, il répète tout le temps le même mot. Justement parce qu'il y a il y a plusieurs récepteurs possibles et pertinents pour son message. Je pense très sincèrement que l'opinion n'y comprend pas grand-chose, et elle comprend surtout qu'on ne s'adresse pas totalement à elle et qu'on ne souhaite pas qu'elle comprenne énormément. Je pense qu'un Français moyen apprendra plus de choses en lisant le dernier essai de Gérard de Villiers sur ces questions-là qu'en écoutant le président de la République. Donc on a là quelque chose de codé, mais ça va pas trop mal quand même, parce que l'opinion, d'après ce qu'on croit savoir, eh bien, accepte ce jeu totalement biaisé. Elle accepte totalement le fait qu'on ne lui en dise pas trop. D'accord, donc aujourd'hui on dit que tout le monde veut de la transparence dans tous les domaines, sauf en matière d'otages, où là, finalement, on comprend que voilà, il y a une nécessité d'une certaine... Il y a une forme d'acceptation populaire de l'autocensure. Voilà, donc tout le monde se contente de ces mots évasifs. Alors, vous avez évoqué la question de la doctrine. Alors, c'est vrai qu'il y a une apparente contradiction dans cette conférence de presse, puisqu'il commence par dire on n'a pas reformulé une doctrine, et puis après, il va nuancer en se démarquant nettement de ses prédécesseurs. Je parle de François Hollande, bien sûr, écoutez-le. La position de la France, c'est, sans mettre en cause le moindre de ses principes, chercher toujours à libérer nos compatriotes sans que le terrorisme puisse en être renforcé. Parce que ça a été, hélas, le cas pendant des années, où les terroristes, ceux que nous avons combattus, ont pu faire commerce des otages. Voilà, et là, on comprend effectivement où est, entre guillemets, la rupture. Et donc, on pense, bien sûr, au gouvernement précédent, des gouvernements cités d'ailleurs explicitement par l'ex-ambassadrice des États-Unis au Mali. Écoutez. About 2 years ago, the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb took hostages, French hostages, at the Yellow Cake uranium mine in northern Niger. And France paid ransom for the release of these hostages. The alleged amount is 17 million. Of course, France didn't walk over to the Salafas and say, here's your $17 million. The ransom, like all other ransoms paid, were paid indirectly, ended up in the hands of the Malian government, and then were turned over, at least part of it, to the Salafas.
Voilà, donc là, les choses sont dites très très clairement, hein, pour le coup. On en apprend beaucoup aussi, Jérôme Sainte-Marie, et très explicitement. Alors, qu'en disent aujourd'hui les dirigeants de l'époque? Je vous propose d'écouter Alain Juppé et Claude Guéant sur cette question des rançons. Contrairement à ce qui a été répété depuis quelque temps, il n'y a pas eu véritablement de changement dans la façon dont la France gère ces dossiers. Nous avons toujours dit que l'État français ne payait pas de rançon. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut s'interdire de négocier, de trouver des canaux de négociation pour obtenir la libération de nos otages? Je ne le crois pas. Il faut continuer à négocier, à trouver des moyens de les faire libérer. Je n'ai rien d'autre à dire que ce que j'ai déjà dit, à savoir que l'État français n'a jamais payé quoi que ce soit. Mais elle a pu demander à des amis d'intervenir. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, alors la doctrine n'a pas changé véritablement. Nous avons toujours dit que l'État ne payait pas de rançon. Bon, ça c'est pour Alain Juppé. Alors on parlait aussi de François Hollande et on l'a vu au début du petit montage. Et François Hollande, il dit aussi parfois des choses un petit peu contradictoires puisqu'il dit pas de changement de doctrine, mais en même temps ça a changé. Alors pourquoi Louis Gauthier, selon vous, est-il aussi complexe, même sur ce point où, a priori, on pourrait dire on peut être simple? Parce que malheureusement, notre pays a été très largement victime des prises d'otages dans des contextes, on les verra, du Liban, dans des contextes de l'Irak, de l'Afghanistan et aujourd'hui de cette zone d'Afrique, Mali, Niger, Nigeria. Dans les conflits africains, c'est vrai que le versement de rançon par un certain nombre de pays ou indirectement qui avaient des otages a quand même contribué à augmenter les moyens de ces mouvements. Voilà. Et donc vous avez eu une position très stricte, c'est ce qu'évoque l'intervenante américaine, notamment des Américains, en disant attention, le versement de ces rançons ne fait qu'alimenter un trésor de guerre de mouvements qui s'en servent après contre vous. Donc vous, voilà, quitte à épingler publiquement le gouvernement français. Vous alimentez un système, vous encouragez. Donc je pense que c'est bien d'entendre quelquefois les leçons qui nous sont données. C'est bien aussi de savoir que dans ces affaires-là où la vie d'individus sont en jeu, les États, les responsables politiques essayent de trouver les solutions les plus adéquates possibles pour d'une part ne pas compromettre la survie des otages et ensuite obtenir leur libération. Et enfin, c'est vrai que la clarification est bienvenue dans cette question de prise d'otages Mali, Niger, Nigeria pour dire la position de la France est désormais clarifiée de ce point de vue et il n'y aura pas de tentative d'instrumentalisation, de gestion crapuleuse, en plus de ça, de ce marché des otages dans cette zone. D'accord, donc ça c'est la clarification faite par François Hollande, hein. Sachant que ceux d'avant, on va dire, Claude Guéant et Alain Juppé, eux, on a l'impression, restent, alors pour le coup, volontairement flous. Hein. Denis Bertrand, je ne sais pas comment vous analysez leur réponse, on a l'impression presque qu'ils veulent montrer qu'ils cherchent à rester flous. On a l'impression qu'il y a une véritable intention dans leur discours, parce que quand un politique veut être catégorique, il sait l'être. J'ai l'impression qu'il y a deux discours possibles sur la question. Il y a d'un côté le discours de type François Hollande, qui est assez labyrinthique. L'autre polarité, c'est le discours, le discours extrêmement limité, de type Alain Juppé ou de type Claude Guéant, qui est une simple formule. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à voir, quoi. Mais on a l'impression qu'entre ces deux polarités, on la voit toujours se manifester, cette double polarité. Ou bien on assume une complexité, ou bien on renvoie par une simplicité formulaire, quoi. Alors vous disiez que, je vais vous faire réagir l'un à l'autre, parce que vous disiez qu'effectivement l'opinion se contentait de ce flou qu'évoque Denis Bertrand. Et c'est vrai que ça a un peu toujours été le cas. Alors on a été voir comment Alain Juppé parlait de ses libérations au moment où il était en responsabilité. On a trouvé un extrait, je vous propose de l'écouter. C'est en novembre 2011, suite à la libération de 3 otages humanitaires enlevés au Yémen. Nous essayons de discuter avec tous ceux qui sont ouverts à la discussion. Et là, je dois saluer, comme ceci vient d'être fait par Pierre Perrault à l'instant, le rôle décisif qui a été joué par les autorités omanaises, et notamment le sultan d'Oman, puisqu'ils sont passés du Yémen à Mascate. Ils sont donc en ce moment dans l'avion et je confirme l'heure de 20h50 qui a été donnée. En vous quittant, je me rendrai moi-même à Villacoublay. Alors, vous l'avez entendu, notre reportage, certaines sources yéménites affirment que le sultanat d'Oman aurait versé une rançon au nom de la France. Est-ce que vous confirmez ? La France a pour principe de ne pas payer de rançon et je ne ferai pas d'autres commentaires sur ce sujet pour des raisons d'État, bien sûr. Mais si la France avait versé une rançon, vous le diriez ce soir aux Français ? Je n'ai pas d'autre chose à ajouter que ce que je vous ai dit sur ce point. Voilà, et là on sent bien effectivement que il insiste bien sur le fait qu'il ne va pas répondre à la question. Oui, il y a deux styles effectivement qui s'affrontent, enfin qui contrastent plus précisément. Il y en a un, celui d'Alain Juppé, qui assume, et c'est bien son personnage d'ailleurs, une forme de raison d'État. Et il y a un discours qui est plus
plus ambigu, c'est celui du François Hollande qui envoie aussi des menaces plus ou moins explicites vers les preneurs d'otages. On sent qu'ils vont être châtiés, etc. Et au fond, c'est peut-être les pas... menaces, c'est quoi? C'est quand il dit on renforcera pas le terrorisme. À la fin, je n'ai plus le terme exactement en tête, mais il y a cela. Il y a le fond et la forme. Voilà, il y a cela, mais il faut bien voir. Il y a aussi l'intervention au Mali. Et ça, c'est un peu ambigu parce que, si vous voulez, l'opinion française comprend bien qu'on doit essayer de terroriser les terroristes, comme disait Jean Pasqua, mais qu'en même temps, les gens comprennent bien que les choses sont beaucoup plus complexes. D'accord, donc un peu de, entre guillemets, doctrine, pour employer un mot à la mode, visiblement, Patricia Balme. Il y a le fond et la forme. Le discours, il ne peut pas être autrement. Sur le fond. Sur le fond, mais bien entendu. Et donc ça, on l'a expliqué. Sur la forme. Si vous permettez, je vais juste revenir un instant sur la déclaration de cette femme ambassadeur des États-Unis au Mali, je crois. Oui, qui met les pieds dans le plat, on va dire. Que je trouve assez scandaleux, parce que si on revient à la posture de Reagan en 85, lors des otages de Liban, lui-même disait non seulement pas de rançon, mais lui disait même pas de négociation. Je reviendrai donc à cette histoire de rançon, qui est d'ailleurs sur toutes les lèvres des journalistes en général quand les otages sont libérés. C'est la première question, y a-t-il eu une rançon? Alors je vais vous donner deux réponses à ce sujet. La première, je trouve cette question indécente par rapport aux otages. Ces gens ont vécu un drame humain, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais ça ne peut pas empêcher les journalistes permettez. Si on dit en plus, vous avez été libéré, mais voilà combien ça nous a coûté s'il y a eu rançon. Je trouve que ça accentue l'horreur. D'accord, vous voulez dire que la réponse d'un politique qui répondrait comme ça serait de toute façon indécente, indépendamment de l'encouragement au terrorisme. Les politiques ne vont pas non plus susciter des vocations en disant aux éventuels futurs preneurs d'otages, mais tiens, allez-y, on paye des rançons. Donc je crois que là-dessus, il faut rester flou. Et je terminerai en disant que de toute façon, rançon ou pas, la vie humaine n'a pas de prix. Alors oui, ça c'est une doctrine, on va venir juste après, qui a été défendue par certains. Donc là, vous dites effectivement, de toute façon, il ne faut pas répondre, parce qu'à la limite, les questions, on peut les poser, mais en tout cas, la réponse, de toute façon, il ne faut pas l'évoquer. Alors il y a quand même un détail amusant concernant Alain Juppé, c'est que là aussi, il remercie le sultanat d'Oman, etc. Mais alors pourquoi il le remercie? Parce que les otages sont passés par Mascate pour aller prendre l'avion. Alors là, non mais c'est des sujets parfois dramatiques, bon, mais c'est drôle quand même, non? Parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment cherché, c'est un prétexte, c'est une manière de remercier en prenant, enfin... Il y a la question de la rançon, et vous venez d'exprimer les choses très, très bien et clairement. Et puis il y a l'autre plan, alors c'est que les nations, les pays ne veulent pas être l'otage, ne veulent pas avoir à compromettre leur politique intérieure sur une question comme celle-là. Ce qui fait que souvent, pour obtenir la médiation, on passe par un État tiers. Le Cameroun, Oman, etc. qui va, mais c'est la diplomatie classique de l'intermédiaire, avec celui avec qu'on remercie après d'une manière. Pour le Cameroun, les otages avaient été enlevés au nord du Cameroun, quand même. Hein, et a fortiori quand le pays qui fait la médiation est le pays dans lequel les otages ont été enlevés. Mais ce qui n'était pas le cas pour Oman. Voilà. Et donc vous avez souvent des intermédiaires, ça peut être le Sénégal, ça peut être d'autres pays qui sont intervenus à la place de la France pour éviter que la parole de la France, le crédit de la France, son autorité, sa politique soit compromis dans une négociation, le but étant, in fine, quand même toujours d'obtenir la libération des otages. Oui, mais c'est vrai que sur la manière de remercier, parce qu'on les remercie, c'est une chose, mais on les remercie peut-être en trouvant un prétexte un peu détourné, parce que là c'est vrai que c'est assez amusant. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que sans rentrer dans le secret des dieux, on voit bien que l'État qui est intermédiaire prend un risque important en termes d'image. Il se peut qu'il y ait une forme d'assimilation de son action à celle du groupe terroriste, et c'est pour ça qu'il faut que le pays dont relèvent les otages, eh bien, le remercie particulièrement et le mette hors de cause en quelque sorte. Oui, le remercie particulièrement, mais quand même, pardon, j'insiste, mais quand même... La boîte de Pandore de la négociation, c'est-à-dire, voilà, et donc je remercie en passant, je remercie, oui c'est fait, mais en même temps je ne peux pas ouvrir une porte, une autre porte. Voilà, il me semble que une des caractéristiques du discours sur la politique sur les otages, c'est vraiment la légitimité du secret et du mensonge. Qui sont totalement acceptés. Vous voulez dire que c'est vrai quand Alain Juppé dit je les remercie, je remercie Oman d'avoir autorisé, attendez excusez-moi parce que j'insiste bien, je remercie Oman d'avoir autorisé les otages, enfin d'avoir laissé les otages prendre l'avion à Mascate. C'est vrai quand on écoute attentivement, ça paraît pas très crédible, c'est assumer le fait que ce soit pas crédible, que ce soit pour ça qu'il les remercie en fait. C'est-à-dire c'est donner à voir une vérité pour en cacher une autre. C'est donner à apercevoir et à se représenter un élément concret particulier et probablement secondaire
secondaires, bien sûr, pour dissimuler manifestement des éléments plus importants. Je crois que c'est une véritable stratégie de la vérité et de la dissimulation qui est en jeu là-dedans. Mais on dissimule tellement qu'en dissimulant, on laisse entendre que qu'il y a une vérité un peu autre. Voilà. Non, en matière de communication. C'est comme le mot contact. Personne n'est dupe, quoi. Je dirais pas ça, mais on comprend que c'est une façon d'envoyer à la fois un message de remerciement et de rester dans le confinement, dans l'espace confiné d'une négociation qui n'a pas été mise sur la table et que tout le monde comprend. D'accord. Bon, en tout cas, donc on a vu qu'il y avait plusieurs stratégies vis-à-vis de ces prises d'otages, dans quelle mesure on assume ou pas le flou. Et alors, ces stratégies qu'on vient de voir de l'équipe de Nicolas Sarkozy précédemment et du gouvernement Hollande aujourd'hui se démarquent, du moins à première vue, de la fermeté qu'on avait pu voir précédemment, celle de Jacques Chirac et Charles Pasqua, confrontés eux aussi à plusieurs prises d'otages, notamment au Liban dans les années 86-87. Et là, c'était très ferme. On commence par Charles Pasqua. Je demande de la manière la plus catégorique que quelque rançon que ce soit ait été versée. Cela est contraire à nos principes et à notre politique maintes fois réaffirmée. Et ceux qui ont cru naïvement à l'efficacité de ce procédé ont échoué. Enfin, il est bien évident que nous n'avons eu aucun contact avec les ravisseurs. Voilà, là aussi le mot contact, mais là il n'y en a eu aucun. Donc très catégorique, le mot revient souvent, très ferme, tout comme Jacques Chirac, Premier ministre de cohabitation de l'époque et candidat à la présidentielle de 88, qui évoque d'ailleurs la toute récente libération des otages lors d'un meeting d'entre-deux tours. Écoutez-le. Nous avons ramené nos otages du Liban. Nous l'avons fait dans des conditions, chacun doit le savoir, qui sont conformes, cela va de soi, à l'honneur et la dignité de notre pays, c'est-à-dire sans l'ombre d'une compromission, sans l'ombre d'une tractation avec quelque groupe terroriste que ce soit, sans aucune contrepartie donnée aux autorités gouvernementales grâce auxquelles nous avons pu obtenir satisfaction. C'est simplement en faisant valoir à quel point il était peu conforme à l'honneur d'une nation de se rendre complice d'actes de barbarie que nous avons eu satisfaction. Voilà, comment il a obtenu satisfaction, voilà, et bien tout est dit, du moins, peut-on penser dans ce discours. Et donc là, on voit que c'est ferme, alors pas ferme à la façon de François Hollande, là c'est ferme et catégorique. Alors, en campagne électorale. Il est en campagne électorale, certes, on est en 88, Pasqua, cela dit, c'est avant, c'est en 87, on a l'impression qu'il y a vraiment un discours d'une époque. Alors c'est quoi? C'est l'époque qui a changé. Ce qu'on entend là ne pourrait plus être dit aujourd'hui, ces démentis catégoriques. Alors je fais simplement une hypothèse, c'est que ce discours est d'autant plus ferme que là, au milieu des années 80, on succède à une période où on négociait ouvertement pour la libération des otages. On l'a oublié, mais au fond, il y avait eu des Palestiniens qui avaient été libérés et la prise d'otages, d'avions, etc., donnait lieu parfois à des négociations ouvertes. D'accord, donc il fallait bien marquer Et là, on clôt cela, d'autant plus que, on est dans les années 80, à l'époque, la droite avait lancé des polémiques contre François Mitterrand et les gouvernements socialistes au sujet de l'amnistie pour les gens d'Action Directe. Enfin, parce qu'on est en période de cohabitation aussi à l'époque. Voilà, il y avait aussi une espèce de procès par rapport au laxisme des années précédentes et au laxisme supposé de la gauche. Donc là, l'Occident rentre dans une rupture brutale par rapport à des pratiques, encore une fois, de négociations ouvertes qui existaient très fréquemment. Mais alors, c'est un discours qui est d'autant plus ferme que c'est un discours qui est faux. C'est-à-dire qu'en réalité, évidemment, pratiquement tous nos otages, heureusement, du Liban sont libérés au moment où il fait cette déclaration. Quelques-uns vont être libérés, vous le savez, dans l'avant-veille du second tour. Voilà, juste avant le meeting de Jacques Chirac. Donc il y a un discours qui est essentiellement franco-français, qui est une posture, qui fait un peu litière d'un certain nombre d'arguments sur comment la libération des otages, avec quelles concessions, avec quelle aurait pu être obtenue. On leur a dit que l'honneur était en jeu. Et d'ailleurs, je constate, et à mon avis, dans ces affaires, ça montre bien les limites et le caractère détestable des tentatives d'instrumentalisation de situations de ce type. Et donc vous avez un discours qui est d'autant plus ferme que
il y a une polémique qui a monté en France sur comment les circonstances dans lesquelles ces otages ont été libérés. Il y a une tentative d'instrumentalisation avant le second tour de l'élection présidentielle de 88. Et voilà. Et nous savons tous, puisqu'il y a eu un après tout ça, y compris avec des suites, des incidents, y compris parfois de nature judiciaire sur les intervenants, que l'histoire telle qu'elle nous est présentée ici n'a sans doute pas été l'histoire réelle de la libération de ces otages. D'accord, donc en clair, quand on entend les discours qui se sont tenus après, que ce soit par Alain Juppé, comme on a entendu, qui refuse de répondre, ou même François Hollande, hein, qui emploie des mots plus flous, circonstances, mais plus proche de la vérité. Mais sans doute plus proche de la vérité, oui. Là, on assume, vous diriez quoi? Qu'on assume le mensonge dans le discours politique? Vous diriez jusque-là? Je pense que c'est une position de fermeté, mais qu'elle est d'autant plus ferme qu'elle est décalée par rapport à la vérité. Je pense qu'il arrive un moment où les hommes politiques, puisqu'on est entré dans l'ère de la transparence, et puis que depuis tout ça, il y a les réseaux sociaux, et puis les vérités, il arrive un moment où les hommes politiques doivent faire preuve de vérité sans dire les choses. C'est-à-dire, un homme politique ne va pas dire dans son discours, il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de contact, puisque vous parliez de contact tout à l'heure, mais tout le monde sait qu'il y a forcément des négociations, des contacts, et avec parfois même des diplomaties parallèles. Et ce, dans tous les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, il y a toujours des hommes qui se trouvent à un moment donné précisément où ils peuvent aider à la libération d'un otage. D'accord, donc vous disiez finalement que l'opinion publique aujourd'hui assume accepte une certaine opacité en matière de prise d'otage, mais exige quand même plus de transparence, puisque ce genre de discours serait plus possible aujourd'hui. Oui, enfin là, Jacques Chirac est dans une circonstance très particulière. On est dans l'entre-deux-tours. Il sait en quelque sorte qu'il n'aura pas le temps d'être rattrapé par la réalité avant le scrutin, c'est ça aussi. On verra bien. Et on est dans une espèce de surenchère très particulière à l'époque. Libération avait titré ce jour-là, je crois, le coup d'éclat permanent, puisqu'on avait justement eu la libération par la force des otages français à Ouvéa, juste avant, juste après. Mais là, vous disiez qu'à cette époque, mais là, on est dans l'urgence. En préparant l'émission, vous disiez à cette époque, la pression justement de l'opinion publique était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et alors, c'est peut être paradoxal d'avoir une période où la pression de l'opinion publique est très forte et en même temps des discours de fermeté, d'intransigeance totale. Ah oui, alors là, le contexte est très différent. C'est vrai qu'à l'époque, les otages au Liban, on en parlait tous les jours à la télévision, il y avait une tension terrible. Aujourd'hui, je mets quasiment au défi un Français moyen de savoir combien il y a d'otages français dans le monde. Il y a, les familles parfois s'en plaignent, d'ailleurs, il y a des otages pratiquement oubliés. Il y a une forme de banalisation en quelque sorte. L'opinion s'est habituée à cela. Il n'y a plus cette focalisation extraordinaire qui avait rythmé la première cohabitation, celle des otages du Liban. En tout cas, quelle que soit la pression de l'opinion publique et les discours, il y a quand même des images auxquelles les téléspectateurs se sont habitués. Ce sont ces images de chefs d'État accueillant les otages à leur descente d'avion. Alors, exemple le plus ancien avec Jacques Chirac, Premier ministre, lors du retour de la seconde vague d'otages du Liban. Il y a encore beaucoup de monde maintenant, une grande bousculade ici dans le salon d'honneur de l'ISBA à Orly. Je pense que nous allons pouvoir voir ces images. Les voici, ce sont les images de l'arrivée. Vous voyez, c'était Camille Sontag qui a débarqué en premier, qui retrouve son épouse. C'était bien sûr un retour très émouvant. Jacques Chirac a accueilli les deux otages. Il était avec leur famille au pied de l'avion. Voilà, et quelques années plus tard, Jacques Chirac, devenu président de la République, accueillera Florence Aubenas à son retour d'Irak, là aussi après une détention très médiatisée. Puis son successeur Nicolas Sarkozy fera de même avec Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ou avec les otages du navire Le Ponant en Somalie. Et puis fin 2010, Nicolas Sarkozy fera même un détour par le Mali pour aller saluer la libération de Pierre Kamat, un humanitaire qui avait pourtant, selon lui, pris des risques en allant dans une zone dangereuse. Écoutez Nicolas Sarkozy. Cette nuit, le président de la République française a fait un crochet de plusieurs milliers de kilomètres entre le Gabon et le Rwanda pour remercier le président malien et saluer Pierre Kamat. Nous ne laisserons tomber aucun Français, quelles que soient par ailleurs les erreurs qu'ils aient pu faire, qui se trouvent dans l'épreuve.
Alors, on a vu que Nicolas Sarkozy avait accueilli beaucoup d'otages. Alors, François Hollande, lui, c'est intéressant parce qu'il a été beaucoup plus discret sur certaines négociations. D'ailleurs, on a appris la libération de certains otages en Afghanistan et on a même appris leur détention après leur libération. En revanche, certaines détentions ont été très médiatisées, comme celle des Moulins-Fournier enlevés au Cameroun. Et là, eh bien, finalement, François Hollande, après avoir laissé entendre qu'il n'irait pas les accueillir, eh bien, se rend au petit matin à l'aéroport. Regardez. Sur le tarmac, les attendaient aux côtés du président de la République une dizaine de membres de leur famille, frères, sœurs et grands-parents. Alban et Tanguy Moulin-Fournier sont tombés dans les bras de leurs proches. Juste devant son frère, le père de famille, visage amaigri, a fait part de son immense émotion et bonheur. Il a salué l'élan de solidarité. Les autorités françaises ont fait leur devoir dans la discrétion et une fois encore, je veux remercier aussi bien le Cameroun que le Nigeria qui ont multiplié les contacts et permis cette libération. J'ai une pensée particulière pour le président Biya qui, dans ces derniers jours, a eu un rôle important. Je n'en dirai pas plus sur les conditions. Aujourd'hui, c'est en ce petit matin la joie qui nous saisit. Voilà, alors là, maintenant qu'on a le réexercé, on entend contact, on entend je n'en dirai pas plus sur ces libérations. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moment où François Hollande décide d'aller accueillir les otages, eh bien, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, est déjà parti au Cameroun pour aller les chercher et il est accompagné par des caméras. Un livre que m'a donné la grand-mère, qui est un livre qui a été, qu'ils ont fait dans des vacances précédentes. Et je lui ai dit, bon, ben, je vais le garder sur mon bureau tant qu'ils ne sont pas libérés. Après, je le mettrai dans la bibliothèque. Alors, ce qu'il y a de formidable, parce qu'il y a toujours une dose d'humour, même dans les drames, c'est que le livre s'intitule « Que va-t-il se passer cette année ?» Ben, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. D'abord, moi, ça me fait plaisir. Hein, c'est une nouvelle formidable. On a respecté discrétion et efficacité. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Et donc ça fait 2 mois jour pour jour qu'ils ont été enlevés. On pensait à la famille, aux enfants, surtout beaucoup. Et puis on a travaillé. Je tiens à remercier beaucoup à la fois les autorités du Cameroun, qui nous ont beaucoup aidés, le président Biya, le président du Nigeria aussi. Et on a fait ce qu'il fallait. Puis voilà. Et alors c'est incroyable parce que c'est vrai qu'on a eu des libérations très peu médiatisées depuis que François Hollande est président. Puis alors là, vraiment une super médiatisation avec double accueil. Ça s'appelle de la communication politique. Ah bon? On est dans une séquence de communication politique. On a critiqué, ils ont critiqué Nicolas Sarkozy pour cette communication politique excessive, mais alors là, on est dans les images de proximité, de compassion. Le livre, c'est ça, parce que dans l'extrait, vous réagissez sur le livre. C'est formidable. Et puis François Hollande qui annonce qu'il n'ira pas chercher dans un premier temps les otages et qui se dit finalement, je suis tellement au plus bas des sondages que je ne vais pas me priver de cette image du président qui a un geste extraordinaire. Quand il remonte l'anorak de l'enfant porté par sa mère. La couverture. Voilà. Ouais. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment dans la vraie communication politique et François Hollande n'a pas voulu s'en priver. Et peut-être a-t-il eu raison. Je ferais peut-être une différence. Il y a une différence entre utiliser la question des otages comme une question politique, et ça, c'est détestable. Ensuite, des gens, que ce soit d'ailleurs Sarkozy, Chirac, qui a été aussi, qu'on voit Villa Coublay, le président de la République, François Hollande, Laurent Fabius, ils y consacrent énormément de temps à ces questions en réalité. Ils prennent des décisions qui sont, là aussi, il s'agit d'enjeux. Et là, rappelez-vous, il y avait 4 enfants. Il s'agit d'enjeux redoutables quand même. Mais vous savez, vous pouvez les accueillir sur le tarmac de l'aéroport sans caméra, loin dans l'ombre, comme ça a déjà été fait. Au moment de la libération, je pense que voilà, il y a quelque chose comme une forme de prolongement. Et donc je distingue bien les choses, c'est-à-dire quand il y a une instrumentalisation, pour en faire une question politique. Et puis après, les images, les belles images, mais qui sont après tout l'accompagnement d'une action qui a réussi. Oui, Patricia Bell disait, bon allez, il est bas dans les sondages, il n'allait pas s'en priver, après avoir laissé entendre et dit aux journalistes qu'il n'irait pas. C'est pour l'opinion, ça c'est des images qui sont payantes, Jérôme Sainte-Marie? Alors,
évidemment, c'est la communication politique, c'est un peu quand même le degré zéro de la communication politique. Parce que tout le monde la repère. C'est un petit peu ça ou se déguiser en Père Noël, quoi. Évidemment, c'est le fait d'aller accueillir des gens, personne n'est contre, on trouve ça formidable, etc. Mais en même temps, il y a deux risques, me semble-t-il. D'une part, le risque d'être un peu trop intrusif par rapport à ces gens qui sont souvent désemparés et de troubler, de choquer un peu les gens en disant il en fait trop, laisserons ces malheureux tranquilles se reconstruire, tout cela. C'est la première chose. Mais plus principalement quand même, on l'a dit tout à l'heure, quand on parle des otages, on parle à plusieurs publics, non seulement au public français, mais également aux organisations et à ceux qui ont pris des otages ou à ceux qui pourraient en prendre. En montrant qu'on accorde une telle importance à ce retour, on peut, si on n'ose pas les choses, dire véritablement que le prix, et parfois au sens strict des choses, des otages français, potentiellement est très élevé. D'accord, donc là, ça valait pas la peine de tenir tous ces discours de fermeté avant, si c'est pour se précipiter, c'est ça, Patricia Ball, à l'aéroport? Il y a un double discours presque schizophrénique, là. D'accord, chez les socialistes. Enfin, je trouve pas tout à fait. Je trouve que ça... Alors voilà, on a vu les commentaires peut-être plus communication politique, maintenant sémiologique. Oui, c'est-à-dire cet accueil, cette séquence de l'accueil a une fonction narrative. C'est la fin du récit. Et tout ce qui est, c'est la fin d'un récit très complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment de la déclaration, des déclarations qu'on a vues d'ailleurs au début de l'émission, il y a un qui suit son cours narratif. On est dans une sorte de phase du contrat. On présente ce qui va se passer. On suppose qu'il y a des opérations, qu'il y a des épreuves à franchir, etc. Les fameux contacts et tout ce qui est les émissaires dessous et tous ces rôles sous-jacents. Le récit se déroule dans l'ombre. Et voilà qu'éclate à la fin la reconnaissance finale, la récompense, le récit est bouclé, c'est un récit euphorique, et c'est si rare dans la vie politique d'avoir un récit complet. Oui, mais enfin... non, mais d'accord, mais Denis Bertrand l'a dit, il y a quand même... Alors, Hollywood peut-être, et puis quand même le paradoxe... Et le mélodrame. Mais oui, mais c'est un schéma narratif qui est très important. Peut-être Denis Bertrand, alors vous qui aimez les belles histoires, voilà, vous avez une fin, mais il y a comme... Mais d'autres libérations n'ont pas été aussi médiatisées. Il peut y avoir peut-être un paradoxe dans la stratégie de communication du gouvernement aujourd'hui, qui est pourquoi avoir... Alors, effectivement, il y avait 4 enfants, vous l'avez dit, mais... autant, entre guillemets, miser et autant s'être autant investi sur cette libération, je parle en termes d'image, hein, et alors que d'autres se sont faites complètement secrètement, quoi. C'est un peu paradoxal. C'est aussi une bonne nouvelle dans cette zone-là. Et que on espère tous qu'elle sera suivie d'autres bonnes nouvelles dans cette zone-là. C'est pas l'Afghanistan, c'est ailleurs. Mais il y a pardon Hélène, mais il y a une dramaturgie avec les enfants. C'est la première fois dans une prise d'otage que des enfants sont pris en otage. Et alors, on force un peu le trait aussi sur la dramaturgie. Cela dit, vous disiez un bel, alors là, communication, voilà. Alors vous allez dire peut-être, on les voit venir peut-être un peu avec leurs gros sabots, mais quand même, ils en font des tonnes. Mais Laurent Fabius, on le sent quand même réellement ému. C'est ça qui est surprenant dans les images. C'est pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de voir Laurent Fabius comme ça. On a l'impression qu'il est complètement saisi par l'émotion. Certainement. Non, je sais pas, parce qu'on se dit, il en fait des tonnes et en même temps, il a l'air tellement ému. Il a juste quand même fait attendre un petit peu les otages avant de rentrer en France, parce qu'il a fallu attendre l'avion de Laurent Fabius, et les otages étaient peut-être un peu pressés aussi de rentrer en France. Donc, bon, mais je suis certaine qu'il y a toujours une part d'émotion. Moi, je me souviens du retour d'Ingrid Betancourt, j'y étais, et je peux vous dire que tout le monde avait les larmes aux yeux, après quand même cette... D'accord, émotion et communication riment parfois, voilà. Oserais-je dire quand même que sur les images qu'on vient de voir avec Laurent Fabius, il y a un petit décalage quand même visuel entre la bonhomie, l'enthousiasme du ministre et la très grande réserve, la très grande fatigue de l'ancien otage qui est présent. C'est ce genre de contraste, justement, alors là c'est fugitif, il n'y a pas de problème, mais ce genre de contraste qui peut faire que le politique dans ces circonstances-là peut commettre un impair. Exact. J'ajouterais pour finir la sobriété du président du Cameroun qui les a libérés. On ne l'a pas vu. Il n'a pas donné d'interview et Dieu sait s'il y a eu de nombreuses demandes d'interview. Il s'est contenté de faire un discours à minima pour les accueillir, mais on n'a pas vu de la communication politique pure de la part du président camerounais qui les a libérés. Il n'en a pas profité en termes d'image politique et il avait de quoi. D'accord. Et pourquoi n'en a-t-il pas profité? Parce que c'est son mode de gouvernance, c'est sa discrétion. Discrétion pour lui égale efficacité. Et il n'avait pas besoin de cela. Il sait que c'est lui qui les a libérés. Et il n'en a pas fait autant que les autres. Alors pour finir l'émission, 2 petits cas
atypique de communication originale qui concerne des cas un peu différents, puis ce ne sont pas des otages classiques, si l'on peut dire. Alors la première concerne la franco-colombienne Ingrid Betancourt, détenue pendant 6 ans par les FARC dans la jungle colombienne. Alors à l'époque, Nicolas Sarkozy avait bien sûr reçu les familles, hein, il avait tenté d'intervenir sur le gouvernement colombien, etc. Et puis à bout d'arguments, eh bien, il avait eu une idée. Écoutez, regardez. Monsieur Marulanda, je vous demande solennellement de relâcher Ingrid Betancourt et de ne pas porter sur votre conscience le risque que ferait peser sa disparition. C'est aujourd'hui une femme à bout de force. Je forme un rêve, celui de voir Ingrid au milieu des siens pour Noël. Voilà, et donc, alors ça fait sourire, même si le sujet était grave à l'époque, hein, mais c'est vrai que c'était un peu la bouteille à la mer, comme ça, le message adressé directement aux ravisseurs. Et puis alors, autre tentative originale à propos de Florence Cassé, cette fois, alors elle... emprisonnée au Mexique pendant 2 longues années. Nicolas Sarkozy aussi s'était beaucoup mobilisé pour la faire libérer. François Hollande, lui, a décidé d'être plus discret. En revanche, sa compagne, Valérie Trierweiler, avait été très sur le devant de la scène. Regardez-là, elle préparait des cadeaux pour Florence Cassé. C'est ce que j'ai dit, c'est surtout un engagement humanitaire, plus qu'un engagement politique. Je ne cherche pas à peser sur quoi que ce soit, je cherche à lui adoucir un peu sa détention en envoyant des colis régulièrement. Vous l'avez fait aujourd'hui Je le fais lundi, voilà, j'ai commencé à réunir un certain nombre de présents et ça partira lundi. Donc ça arrive pour Noël, voilà. Avec le livre également Il est déjà parti, le livre. Alors là aussi, quand même, un petit effet comique parce que j'envoie des cadeaux. Enfin, je vais envoyer le premier bientôt. Donc, on communique sur les cadeaux avant que le premier soit parti. Mais on ne communique pas quand on envoie des cadeaux. On peut le faire dans l'ombre. On n'est pas obligé de faire venir une caméra. Alors, vous qui êtes communicante, il y a plus de communication. Alors. Non, mais justement. Je trouve que vous êtes très sévère parce que moi, je me souviens d'une libération d'infirmières bulgares qui avait donné lieu à autrement de déplacements et de coups de vent politiques. Donc, les cadeaux, c'est bien. Bon, franchement, je ne sais pas d'où vient cette interview et comment elle a été interviewée. C'était normal qu'elle exprime voilà, une sympathie à l'égard de Florence Cassel, qui n'était d'ailleurs pas otage, mais qui était prisonnière, hein, en l'occurrence. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était pas le président, c'était sa femme. Cette affaire de registre est quand même intéressante, je trouve, par l'espèce de transformation, parce que là on a eu dans les extraits qu'on a vus un écart formidable entre, disons, un pôle qui est celui Pasqua Chirac, avec cette grandiloquence et cette revendication des principes d'honneur et de dignité, et le discours intimiste aujourd'hui. On est dans l'intimisme d'une relation affective. Je forme un rêve, je fais des présents. J'adoucis. C'est assez étonnant, quoi. C'est qu'on change. Il y a un changement de registre. Ça s'appelle la compassion. On est un peu dans l'air de la compassion. Mais elle n'est pas en responsabilité. Elle s'exprime comme une Française qui est par ailleurs la compagne du président de la République. Charles Pasqua, Jacques Chirac, qui s'expriment comme des responsables politiques et sur un dossier qu'il y avait des prolongements politiques extrêmement lourds. Mais Denis Bertrand parle d'une évolution générale. Puisqu'on fait cette comparaison entre le discours de Valérie Trierweiler et de Nicolas Sarkozy. Alors là, il y en a un qui se trompe de rôle, c'est le président de la République. Ce discours est quand même... Nicolas Sarkozy est quand même incompréhensible. Mais il faut savoir pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'on est d'abord sur cette histoire Bettencourt, dans des tensions, dans des enjeux qui ont aussi, entre un certain nombre de responsables à droite, tout un arrière-plan sur la libération de Mme Bettencourt, chacun en ayant fait une icône de sa réussite politique, je veux dire, notamment la séquence Villepin. Et donc là, à bout d'arguments et à bout de politique et à bout de réussite, il a ce discours. Vous avez évoqué une sorte de bouteille à la mer médiatique, mais alors là, je dois dire que c'est extrêmement curieux d'entendre ces propos. Il le fait parce qu'il n'a pas la main sur cette affaire, que le président Uribe de Colombie de l'époque a décidé d'agir seul, de ne pas donner d'informations à la France. On est bien d'accord. Et donc Nicolas Sarkozy... D'où ce message. Oui, je m'adresse directement au FARC. C'est un message d'impuissance, d'aveu d'impuissance qui est incompréhensible. Autant un discours... C'est un message pour dire... je n'oublie pas, je ne lâche pas. Ok, il n'oublie pas, il ne lâche pas. Bon. On a bien vu que vous n'étiez pas d'accord. On va donner du coup le mot de la fin à Jérôme Sainte-Marie sur ces dernières tentatives de communication. Voilà, en phase ou pas avec le changement d'état de l'opinion. Denis Bertrand disait on va vers des communications peut-être plus intimistes. Je suis surtout frappé par le côté extrêmement court-termiste de ces différentes interventions, de la digestion médiatique et politique de ces prises d'otages avec des guillemets. On l'a vu dans l'émission,
on arrive, et le pouvoir politique à son plus haut niveau montre l'exemple malheureusement, dans une confusion totale où on s'intéresse à des gens qui sont pris en otage à cause de la politique que nous menons, comme qui sont en quelque sorte pratiquement des prisonniers de guerre, d'autres qui sont pris en otage pour des motifs crapuleux, des binationaux qui sont pris en otage aussi, mais dans des conflits qui, sincèrement, ne concernent pas ni la France ni l'intérêt national. Donc là, moi j'ai bon cœur comme tout le monde, les Français aussi, mais on est dans un mélange des genres que le politique mène et qui, à mon avis, se retourne ensuite contre nos ressortissants à l'étranger en général. Ben, merci à tous les quatre pour vos analyses. Merci à Marie Lebon et à Quentin Calmet qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Bon, en tout cas, moi j'ai appris qu'il y avait un mot très très important, c'était le mot contact. Oui, mais il existe dans le langage militaire, un peu dans le langage de renseignement. Oui, c'est ça. Dans le contact, on est militaire, je pense que c'est plus... Oui, c'est plus...